À la une de l'actualité, la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, le constat de nos équipes de reportages qui ont sillonné plusieurs écoles dans le district d'Abidjan. Réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de la CEDEAO à Abidjan. La question du déploiement d'une force au Mali au cœur des réflexions. Et puis l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement en visite à Guiglo, dans l'ouest du pays. Hélène Clark a inauguré la préfecture réhabilitée de la ville. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans le 20h. Les élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, 17 septembre 2012, jour de la rentrée scolaire 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Quel constat ce premier jour de classe? Y a-t-il eu, oui ou non, de l'affluence dans les établissements scolaires en ce jour? Les cours ont-ils pu démarrer effectivement dans les écoles? Notre reporter Herman Niamien s'est rendu au lycée moderne d'Abobo et au groupe scolaire Amondabi Catherine du Plateau. Je vous propose de suivre son constat dans un commentaire d'Abou Sanogo. Premier jour de classe au lycée moderne d'Abobo. Ces élèves qui devraient effectivement commencer les cours ce matin sont plutôt ici pour avoir des renseignements pour certains ou pour faire des inscriptions pour d'autres. Pourtant, dans cet établissement, les inscriptions ont commencé depuis le 10 septembre et doivent officiellement s'achever le 24 septembre prochain. Cette habitude des Ivoiriens n'a pas encore changé. Les cours ne sont jamais effectifs les premiers jours de classe. Et les raisons évoquées au dit des parents d'élèves et des élèves sont diverses. On est passé ici plusieurs fois pour prendre des renseignements. Nous ont dit attendez, attendez, attendez. Donc cette fois-ci, aujourd'hui on arrive, on nous dit d'attendre, on nous donne des fiches. Nous ne sommes pas encore prêts parce que tout ce qu'ils ont demandé n'est encore affiché. Je suis venu faire l'inscription de ma petite soeur d'entrée en 6e. On l'a orientée à Niamant, l'école d'Agnaman. Donc je voulais qu'elle soit lycée modèle d'Abobo. Donc on est passé faire une demande d'abord avant de pouvoir l'inscrire. Nous sommes prêts, mais nous pensons qu'avec le temps ça ira puisqu'on attend les professeurs et les autres élèves qui ne sont pas encore inscrits. Le proviseur du lycée moderne 1 d'Abobo souligne que tout est prêt pour rendre effective la rentrée des classes. Les emplois du temps ont été distribués aux enseignants. Il y a déjà même le professeur d'SVT qui est en classe de terminale C, qui est en train de faire cours. Le professeur de français aussi a une classe de 5e 3, qui est en train de faire cours. En tout cas, la rentrée est effective au lycée moderne 1 d'Abobo. Nous avons reçu nos emplois du temps, nous savons les classes que nous allons tenir pendant l'année scolaire et nous avons distribué les progressions à nos collègues en conseil d'enseignement et dans les jours à venir, nous allons faire cours. Au groupe scolaire Amondabi Catherine du Plateau, l'ambiance est la même. Certains élèves donnent des cours de ballet dans les classes pour les rendre opérationnels, quand d'autres font des séances de révision avec leurs enseignants. Dans cet établissement, les élèves traînent aussi les pas. Il y a quelques élèves qui sont là. Ils ne sont pas nombreux, mais quand même, quelques élèves ont répondu à l'appel. Ils sont venus en classe. Bon, on a fait quelques révisions. On a fait la prise de contact avec les nouveaux élèves. Ceux du CP1 qui sont venus au CP2, ils ont fait la connaissance de la maîtresse. Et on a un peu arrangé, on a mis de l'ordre. On est encore là. Les cours n'ont pas été effectifs comme l'ont souhaité les autorités. Parents d'élèves et élèves traînent encore les pas. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale entend rompre avec les vieilles habitudes afin d'éviter les perturbations du programme scolaire. Une rentrée des classes suivie de près par la ministre de l'Éducation nationale justement, Kandia Kamisoko Kamara, qui s'est rendue dans plusieurs établissements dans le district d'Abidjan, accompagnée des membres de son cabinet. Madame le ministre est allée s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours et de la présence des enseignants à leur poste. Doigt des lasers, Sylvie Touré. Le rendez-vous du 17 septembre est respecté à Abidjan. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, s'en est rendu compte dans plusieurs établissements primaires et secondaires du district. École primaire publique Cocody Danga, première étape de la visite, élèves et enseignants sont présents. Je m'appelle Maria Etao. Tu viens à l'école aujourd'hui, au CP1. La visite des salles de classe a permis à Kandia Kamara d'honorer l'engagement du gouvernement, celui de la remise des kits scolaires. Même ambiance au groupe scolaire à Saint-Louis et au lycée jeune fille de Yopougon. Dans les deux établissements, l'heure est aux révisions. Au lycée moderne et au groupe primaire avenue 8 de Trècheville, même constat.
Les tout-petits de la classe de CP1 ont reçu des kits scolaires. Dernière étape de la visite, le lycée moderne de Port-Boué. Le maire de la commune, Hortense Aka-Angui, s'est jointe à la délégation. Professeurs et élèves se disent prêts pour aborder l'année scolaire 2012-2013. Les programmes déjà sont ficelés, donc tout se passe bien, nous sommes pratiquement prêts. Pour la classe de 4e, donc on a fait des révisions de ce qu'on a vu en 5e et je pense que les enfants aussi sont prêts. J'y crois moralement et physiquement aussi. Occasion donc pour la ministre de l'Éducation nationale d'inviter les enseignants à assurer avec efficacité leur mission afin d'améliorer les résultats scolaires. Vous donnez beaucoup de vous-même et il faudrait aussi que les résultats que nous obtenions en fin d'année soient quand même à la dimension des efforts que nous fournissons. Je souhaite en tout cas pour cette année qu'aussi bien au CEP, au BPC et même au baccalauréat, que nous franchissions les 60 à 70%. Et cela est possible. Si les enseignants que nous sommes, nous faisons notre travail. L'école a donc ouvert ses portes sur l'ensemble du territoire. C'est donc parti pour 30 semaines de cours. Aujourd'hui, 17 septembre, est aussi jour de rentrée scolaire au niveau des centres d'enseignement technique et de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Albert Flindé, lui aussi, a effectué une visite de terrain ce matin pour s'assurer du démarrage effectif des cours. Francis Boifo, Justine Seydjike. Premier jour de rentrée scolaire dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ce n'est pas encore l'affluence au lycée technique, au lycée commercial et au centre professionnel industriel de Yopougon. Ce matin, les cours n'ont pas pu se dérouler parce que les enseignants sont là et les élèves ne sont pas encore totalement inscrits. Depuis le 3 septembre que les inscriptions ont commencé, ils viennent vraiment timidement. Tous les emplois du temps sont faits. Nous attendons nos élèves et étudiants. Au lycée technique de Cocody, les élèves continuent de s'inscrire quand l'administration tient sa traditionnelle réunion de rentrée avec le corps enseignant. En visite sur le terrain, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Albert Flindé, a pu constater l'absence des élèves dans les salles de classe et de travaux dirigés. Tous les acteurs, c'est-à-dire le personnel administratif, tous les personnels de soutien sont véritablement en place. Ça veut dire que la consigne qui est passée a été entendue par nos collaborateurs. Il s'agit maintenant que les parents d'élèves, au niveau des élèves de 2e et 3e année, puissent faire en sorte que leurs enfants soient inscrits pour que nous respections les normes pédagogiques internationales de 25 à 30 semaines. Albert Flindé prévoit multiplier dès demain des campagnes de communication à travers les radios de proximité, les radios et les chaînes de télévision publiques en vue du démarrage effectif des cours le lundi prochain. On change à présent de registre. Je vous le disais en titre, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la CEDEAO sont en Côte d'Ivoire pour trouver une solution aux crises maliennes et bissau-guinéennes. L'envoi de forces armées de la CEDEAO sur le terrain semble devenir une réalité. Au cœur de cette rencontre d'Abidjan, les discussions ont d'ailleurs porté sur les modalités d'envoi de ces forces. Tous les participants à la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité sont unanimes qu'il y a urgence. Lassine Fofana. La rencontre d'Abidjan va permettre de mettre à exécution ce qui est inscrit sur la feuille de route afin de sortir le Mali de l'impasse, l'autorité ayant donné son accord. Ce sera aussi l'occasion d'harmoniser les positions et de déterminer les modalités pratiques d'une présence des forces de la CEDEAO au Mali avec l'appui de tous les partenaires de l'organisation. Les décisions prises par notre dernière session le 19 mai 2012 ont permis de lever les incompréhensions politiques sur les dispositions de l'accord cadre et sur la question de la durée de la transition qui avait un tant soit peu grippé le processus de transition au Mali. En même temps que le Mali, des réflexions en cours sur la Guinée-Bissau qu'il faut ramener dans la légalité par des élections que chacun appelle de ses voeux. Sur le Mali, la CEDEAO pense avoir perdu trop de temps et veut passer à la vitesse supérieure. L'heure n'est plus aux conjectures ni aux tergiversations. L'heure est à l'action concertée et c'est maintenant qu'il faut agir. Et agir très vite face à l'inacceptable et face aux criminels de toutes sortes qui occupent le nord du Mali.
La délégation malienne y croit fermement et pense que cela a toujours été la solution finale proposée. Nous allons pouvoir très certainement conjuguer nos énergies et nos points de vue pour avancer. Mais la détermination, elle n'est pas nouvelle. Hein. La CEDEAO a toujours été déterminée. À huis clos, les participants à la rencontre d'Abidjan ont fait le point des médiations au Mali et en Guinée-Bissau en prenant les décisions qui, à leur avis, permettront de circonscrire les troubles dans la sous-région. Troisième titre de ce 20h, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Hélène Clark, était ici en Côte d'Ivoire. Après sa série de rencontres avec les autorités ivoiriennes, elle s'est rendue dans l'ouest du pays, précisément à Guiglo, à 600 km à l'ouest d'Abidjan. Hélène Clark y a inauguré la préfecture de la ville réhabilitée grâce à un financement de son institution, le PNUD. Elle a aussi visité le bureau des Nations Unies dans la zone pour se rendre compte des activités menées par le système des Nations Unies dans la région. Le témoignage est signé Justine Sey-Djike. La préfecture de Guiglo, après sa réhabilitation à fière allure, et ce, grâce au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, qui a octroyé la somme de 5 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de 5 projets, à savoir la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'État, l'appui à l'État civil, l'appui aux activités de démarrage de la CDVR et la réalisation d'études sur les dynamiques et les capacités de gestion de conflits à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En inaugurant ces nouveaux locaux, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement réitère l'engagement de son institution à soutenir la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le moment de la paix et résoudre les problèmes sous-jacents qui créent des conflits pour pouvoir créer des conditions pour les relèvements et pour l'avancement de la communauté. Nous allons aller ouvrir le bureau des Nations Unies ici à Guiglo. C'est parce que nous voulons soutenir les efforts que vous faites dans cette communauté pour avancer. Le ministre du Plan et du Développement en a profité pour solliciter un plus grand appui du PNUD et de l'ensemble des agences du système des Nations Unies. Je viens au nom du gouvernement ivoirien solliciter votre appui et l'appui du système des Nations Unies au programme de cohésion sociale et de développement communautaire que nous avons élaboré avec vous. Ces programmes permettront non seulement de consolider les acquis de la paix ici, mais également mettre les femmes au travail, mettre les jeunes au travail et leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Au ministre Albert Mabritouakes d'ajouter que toutes les agences présentes en Côte d'Ivoire ont repris la réalisation des programmes de coopération en cours. Et ce partenariat a permis la réhabilitation de 29 infrastructures préfectorales dans 4 régions administratives du pays, dont 3 préfectures, 13 sous-préfectures, 2 commissariats et 3 brigades à hauteur de plus de 289 millions de francs CFA dans la seule région du Cavali. Justine Diquet nous dit aussi que la population de Guiglo, dans toute sa composante, a salué l'arrivée d'Hélène Clark dans la région, une population qui a tenu à témoigner à l'administrateur du PNUD sa gratitude par rapport à toutes les actions de développement en faveur de Guiglo. Une visite éclair mais importante pour les populations de Guiglo, mobilisées pour témoigner leur gratitude à l'administrateur des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark, et partant à toutes les agences du système des Nations Unies, vecteurs du développement de la région de Guiglo. Elles espèrent beaucoup de cette rencontre pour relancer leurs activités interrompues du fait de la crise post-électorale. Nous avons besoin que Madame l'administrateur nous aide à sécuriser notre région pour que nous puissions travailler dans la tranquillité. Elle nous a aidés avant et maintenant elle vient pour savoir si vraiment il y a un résultat. Mais nous, on sait qu'on a un bon résultat. Nous sommes bien heureux de sa visite. Dans la région, après la crise, il y a beaucoup de jeunes qui sont abandonnés. Nous les récupérons et nous les formons sur le plan professionnel pour qu'ils puissent subvenir leurs besoins familiaux dans l'avenir. L'UNICEF au niveau de la région du Cavali a posé beaucoup d'actes, surtout au niveau des réhabilitations des écoles primaires et des réhabilitations également des pompes hydrauliques
la promotion de l'hygiène, de l'eau, l'accès à l'eau. Cela a permis aux populations aujourd'hui, surtout les populations retournées après la crise post-électorale, de pouvoir bénéficier de ces actions. Donc l'UNICEF a fait beaucoup pour nous. Nous profitons en même temps de cette occasion pour vraiment dire merci, leur demander encore de continuer parce que les besoins sont encore énormes. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Bert Candes, rassure les populations de Guiglo du soutien des Nations Unies à travers l'ouverture d'un bureau à même de faire davantage pour la sécurité, le développement et la réconciliation nationale dans la région de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À présent, ce communiqué du Conseil national de la presse. Le mercredi 12 septembre 2012, le Conseil national de la presse CNP a rendu une décision portant suspension des publications. Le Nouveau Courrier, LG Info, Le Temps, Le Quotidien d'Abidjan, Aujourd'hui l'Alternative, pour manquement aux dispositions législatives en vigueur. Suite à cette décision, plusieurs médiations, dont celle du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire GEPSI, et de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR ont été engagés en vue de voir lever la dite mesure. Réunis en session extraordinaire ce lundi 17 septembre 2012 à 17h20, de 17h20 à 18h30, le collège des conseillers du CNP a assuré que les manquements, objets de la sanction, seront corrigés, a décidé de suspendre la mesure frappant les journaux, le Nouveau Réveil, le Nouveau Courrier, LG Info, Le Temps, Le Quotidien d'Abidjan, Aujourd'hui et l'Alternative, c'est signé du président du CNP, Raphaël Lacoué. Autre sujet, l'association des pédiatres d'Afrique noire francophone et la Société ivoirienne des pédiatres ont organisé, conjointement à Yamoussoukro, leur 6e congrès, l'atteinte des objectifs du millénaire en ce qui concerne la santé de l'enfant, de la mère et de l'adolescent. Tel est le thème de ce congrès. Il s'agit pour ces pédiatres de faire le point de la santé de ces personnes vulnérables, nous dit Kwadio Kwame depuis RTI Boaké. Conjointement organisé par l'Association des pédiatres africains et la Société ivoirienne de pédiatrie, ce 6e congrès a regroupé plus de 300 praticiens qui réfléchiront sur la santé de la mère, de l'enfant et celle de l'adolescent à 3 ans de l'échéance de 2015. Le défi à relever est de taille. Il faut donc prévenir ou guérir les maux pour l'épanouissement de ces êtres vulnérables, suggère la présidente du comité scientifique, car les chiffres ne plaident pas en faveur des États africains. Un enfant né dans un pays en développement a 13 fois plus de risque de mourir dans ses 5 premières années de vie qu'un enfant né dans un pays industrialisé. Pour la première fois en 2006, le nombre de décès des enfants de moins de 5 ans est passé sous la barre de 10 millions. Cependant, 27 pays n'avaient fait aucun progrès en la matière depuis 1990. Les causes principales de mortalité infantile sont la pneumonie, les diarrhées, le paludisme, la rougeole, des maladies que l'on peut traiter facilement avec des moyens appropriés et prévenir. La consommation du tabac, la sexualité non contrôlée, le paludisme, le sida, les maladies chroniques et l'allaitement maternel sont autant de sujets qui feront l'objet d'attention pour le développement du potentiel dont disposent les adolescents. Face à ce tableau peint en noir, il est impérieux de répondre aux besoins de cette frange de la population. C'est pourquoi Professeur Yomandri Thérèse juge utile d'investir dans la santé de l'adolescent. Devant ces chiffres alarmants, le gouvernement ivoirien a pris l'engagement d'améliorer l'accès aux soins de celles-ci par la politique de la gratuité ciblée des soins en faveur des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Le représentant du système des Nations Unies a dit toute la disponibilité de son organisation à apporter une qualité de soins aux populations africaines. Quand la marraine s'emploiera auprès des députés à voter des lois en faveur du couple mère-enfant. 20 conférences et 150 communications enrichiront ces assises. Autre temps fort de ce congrès, une consultation foraine pour sauver de nombreuses vies des enfants de Yamoussoukro et son arrière-pays.
Le comité exécutif de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR poursuit ses rencontres de pré-concertation dans le cadre de l'initiative pour la relance du dialogue. Ont été reçus ces derniers jours par Charles Konambani, les ambassadeurs des pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire GEPSI et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI, Hugues Hervé Blé pour le compte-rendu. Au comité exécutif de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, les ambassadeurs de la CEDEAO et celui de la Mauritanie ont apporté leur soutien à son initiative de relance du dialogue. À la CDVR, les ambassadeurs ont demandé d'impliquer davantage les communautés de la CEDEAO dans la réconciliation et suggéré de continuer d'établir le dialogue entre les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Pensons que le président et le comité exécutif ont été très réceptifs à ces suggestions vu la qualité et des échanges et les appréciations qui en ont été faites. Également reçu par la CDVR, l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, UREMA-CEDEAO, qui a affirmé qu'elle s'inscrivait dans la dynamique de la réconciliation, non sans promettre de mener une campagne de sensibilisation sur la réconciliation dans les 30 régions du pays. Nous avons fait des propositions sur le foncier rural, la libre circulation des personnes et puis surtout la sécurité depuis ces dernières attaques. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, reçus conjointement, ont eux aussi apporté leur soutien à la CDVR par le biais de leurs présidents respectifs. On a pu écouter, donner des conseils pour que nous puissions mieux apporter les informations qu'il faut aux Ivoiriens. Sur la question de la fermeture des journaux proches de l'opposition ivoirienne par le Conseil national de la presse, le GEPSI et l'UNJCI ont demandé que la CDVR en tant qu'entité autonome puisse jouer un rôle de médiation. Charles Konambani, président de la CDVR, en marge de ces différentes rencontres, était l'hôte du clergé ivoirien. Il a regretté que l'Église n'ait pu empêcher les Ivoiriens de s'égarer. C'était à l'occasion des travaux du 28e congrès de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, UFRACI, tenu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Thème de ces assises, dans l'unité, construisons un clergé indépendant, crédible et prophétique, nous dit Kwadjo Kwame. Dans la recherche de solutions à la fracture sociale provoquée par la crise ivoirienne, les notions de pardon et de réconciliation sont évoquées et la justice très souvent ignorée. L'Église, qui veut être au service de la cohésion de la nation, souhaite que l'on prenne en compte toutes les violations des droits humains avec rigueur et impartialité. Pour Ambroise Manda, le thème du congrès est un aveu et un programme. Pour une Église qui n'a pas été crédible en ces temps incertains, révélant de surcroît ses clivages aux grandes dames des fidèles ahuris, déboussolés et meurtris. Pour Charles Konambani, l'engagement est pris de réconcilier les Ivoiriens dans la justice et l'équité. Le président de la CDVR a insisté sur les progrès réalisés par l'institution qu'il dirige, les difficultés rencontrées. Quant à l'Église, a-t-il regretté, elle n'a pu empêcher aux Ivoiriens de s'égarer. Les prises de position orientées, les discours partisans, le parti pris politique, pour tout dire, la non-observance du devoir de réserve par quelques membres du clergé, pas tous, du clergé catholique, ont dérouté plus d'un fidèle, et a fortiori les citoyens ivoiriens. Ce congrès, dont le thème est « Dans l'unité, construisons un clergé indépendant, crédible et prophétique », permettra à l'Église de prendre un nouveau départ, guéri de toute souillure et de toute blessure, plus unie et déterminée à servir Dieu dans la vérité. Les élections municipales et régionales, c'est pour bientôt. Contrairement aux expériences passées, ces deux échéances seront organisées ensemble. La commission électorale indépendante CEI est à l'œuvre pour qu'elle ne soit pas entachée d'irrégularité. C'est tout le sens de la formation initiée par la CEI en faveur des commissaires centraux. Victorine Nyaoyobwe. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales vont se dérouler concomitamment.
Les deux scrutins se tiendront le même jour et dans les mêmes bureaux de vote. Les techniciens appellent cela le couplage des élections locales. C'est une innovation majeure et la commission électorale indépendante se doit de réussir cette opération. Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, l'a bien compris. C'est à ce titre qu'il est au laboratoire avec ses commissaires centraux. Ils devront sortir avec des stratégies pouvant leur permettre de bien s'acquitter de leur mission. Depuis la tenue du scrutin présidentiel auquel a succédé le scrutin législatif, la commission électorale indépendante s'est engagée sur la voie de l'excellence. Elle n'a donc plus droit à l'erreur et nos compatriotes sont à bon droit de plus en plus exigeants à notre égard. Si en Côte d'Ivoire, nous pouvons, sans fausse modestie, affirmer que nous nous sommes acquittés et même bien acquittés de notre mission, ainsi que l'attestent les différents rapports produits par les observateurs qualifiés, je voudrais tout de même vous exhorter, durant ces journées d'échange, à un profond travail de réflexion, lequel vous permettra de consolider les acquis du passé, de corriger les insuffisances relevées et de vous imprégner des exigences du nouveau mode opératoire retenu afin de renforcer les capacités de notre institution. Les prochaines élections des conseillers municipaux et conseillers régionaux vont boucler le cycle électoral de la Côte d'Ivoire, ouvert avec la présidentielle en 2010. Les leaders politiques du Rassemblement des Républicains RDR de la région du Hambol reprennent leur bâton de pèlerin pour la remobilisation des militants en vue des prochaines échéances électorales locales. Ces responsables locaux du RDR ont également échangé avec les militants sur la question du développement de la région. Le point avec Charles Niaoré depuis RTI Boaké. Une salle des fêtes de la mairie de Katoula, refusant du monde, sont réunis la quasi-totalité des secrétaires de section, commissaires politiques, présidents de jeunes et de femmes et les responsables des structures spécialisées du RDR. Ils sont venus de toutes les localités de la région du Hambol pour répondre à l'appel de remobilisation lancé par le secrétaire général de section et cadre du parti au pouvoir, Konaté Khalil. Le président Ouattara a été élu pour 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Il ne peut pas venir voir chacun. C'est nous qui nous disons cadres dans nos régions qui devons faire le travail de Ouattara. Nous devons préserver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le RDR. L'essentiel, c'est l'atteinte des objectifs que s'est fixé le président de la République. À savoir créer 1 million d'emplois d'ici 2015. À savoir donner du travail à nos enfants. À savoir aider nos mamans à s'organiser. Préparer les batailles électorales prochaines pour offrir les outils de développement nécessaires au chef de l'État Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 10 prochaines années. Ces responsables du RDR dans la région du Hambol s'y sont engagés. Ils ont exprimé leur volonté de parcourir villages et hameaux pour présenter aux adversaires politiques et aux indécis les acquis de la politique de développement du président de la République. Pour réussir cette mission, ces porte-voix du RDR pourront compter sur l'aide de Konaté Khalil. La situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire au centre d'un point presse du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire RPCI. Le RPCI, en plus de faire des propositions au gouvernement, s'est également prononcé sur plusieurs sujets brûlants. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le bureau politique du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la situation sociopolitique nationale. Le secrétaire général du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, Koulibaly Klimanlou, a fait des propositions au gouvernement, non sans avoir donné sa position sur les questions de la sécurité, de l'économie, de l'emploi, de l'école, du foncier rural, de l'impunité, de la cherté de la vie, de la justice et de l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour le RPCI, une loi contre l'enrichissement illicite doit être votée. Sur la question du foncier rural, le RPCI se dit favorable à l'application de la loi de 1998.
Sur les questions de la réconciliation nationale, de l'éducation et de la santé, le RPCI appelle à procéder avec célérité à une réforme profonde du système. Sortie très divisée de la dernière crise post-électorale, les Ivoiriens, estiment notre parti, doivent être de nouveau rassemblés sur la base des valeurs de justice, de démocratie, d'égalité et de solidarité, sans autre considération régionaliste, communautaire ou ethnocentrique. Pour Bamba Moriferi, le président du RPCI, la Côte d'Ivoire doit être sécurisée désormais. Il faut que la Côte d'Ivoire se donne enfin une armée républicaine dans laquelle les citoyens ivoiriens vont se reconnaître. Nous avons demandé que les forces étrangères qui sont actuellement sur le territoire de la Côte d'Ivoire profitent de leur présence pour donner une formation adéquate à nos forces armées et qu'on en finisse avec les doubles commandements. En ce qui concerne les crimes de sang et les crimes économiques, le RPCI, parti unifié de la gauche, exige que tous les auteurs soient poursuivis et jugés, quel que soit leur camp. On termine ce journal hors de la Côte d'Ivoire, en Libye précisément, où le ministère de l'Intérieur a limogé 2 hauts responsables chargés de la sécurité dans l'est du pays, 6 jours après l'attaque meurtrière contre le consulat américain dans la ville de Benghazi, violence en rapport avec le film anti-islam, l'innocence des musulmans. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a décidé de limoger le vice-ministre en charge de la région Est, Ouanis El Sharef, ainsi que le directeur de la sûreté nationale à Benghazi, le général Hussein Abou Hamida. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.